L'Allemagne adopte une position assez ferme à l'égard du dictateur russe Vladimir Poutine. Et le chancelier allemand Friedrich Merz a en fait envoyé promener Poutine aujourd'hui, et au Bundestag, ils ont déclaré que l'Allemagne devait obtenir ses propres armes nucléaires. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Il a expliqué que de tels contacts entre les dirigeants européens dans le passé n'avaient pas conduit à une désescalade de la situation en Ukraine. De plus, Merz a appelé de manière brutale ses collègues européens à cesser tout contact avec le dictateur russe, afin de lui montrer enfin sa véritable place. Dans le même temps, au Bundestag, le parti de Friedrich Merz a sérieusement évoqué la nécessité pour l'Allemagne de posséder ses propres armes nucléaires et pas seulement de déployer celles des Américains sur son territoire. À Berlin, on discute de l'idée de créer un propre parapluie nucléaire européen pour se protéger des Russes. Je m'appelle Alexei Petchi, je vais maintenant vous en parler plus en détail. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo où nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré aujourd'hui qu'il ne prévoyait pas pour l'instant d'appeler le président russe Vladimir Poutine. Selon lui, de tels contacts dans le passé n'ont pas aidé à réduire la tension autour de la guerre en Ukraine, mais au contraire n'ont fait qu'aggraver les attaques sauvages de la Russie contre l'Ukraine. Merz a déclaré qu'il valait mieux ne pas parler du tout avec Poutine. Il a rappelé la visite du Premier ministre hongrois Viktor Orban à Moscou en juillet 2024, ainsi que la conversation téléphonique de son prédécesseur Olaf Scholz avec Poutine. Voici une citation de Friedrich Merz. Lors de la dernière visite du Premier ministre hongrois à Moscou, la Russie a répondu par un bombardement intense de Kiev et d'un hôpital. Après le dernier entretien téléphonique avec mon prédécesseur, des bombardements ont visé un hôpital pour enfants. Donc si c'est le résultat de tels appels téléphoniques, je m'en abstiendrai pour longtemps. Et ici je vais rappeler un peu l'histoire. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré en juillet de l'année dernière que lui, et lui seul, était capable de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et il a annoncé le début de la mise en œuvre d'une certaine mission de paix. La mission de maintien de la paix au nom de Viktor Orban. Le 2 juillet 1924, il est arrivé à Kiev, et dès le 5 juillet, il est parti pour Moscou. Et alors, sur les réseaux sociaux, Orban a écrit, je cite, « La mission de maintien de la paix continue, deuxième étape, Moscou ». Et je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait encore un conflit au sein de l'Union européenne. Parce qu'au début des négociations, Poutine a déclaré qu'Orban était arrivé à Moscou, je cite, « non seulement comme notre partenaire de longue date, mais aussi en tant que président du Conseil de l'Union européenne ». Bien que le Conseil de l'Union européenne n'ait envoyé Orban nulle part, il ne représentait certainement pas non plus la position de l'Union européenne. Orban a alors qualifié la rencontre avec Poutine de spéciale, déclarant, je cite, « La Hongrie deviendra bientôt le seul pays en Europe capable de dialoguer à la fois avec la Russie et avec l'Ukraine. » Et voilà qu'après cela, déjà le 8 juillet, lorsque Orban, tout enthousiaste, est rentré chez lui, les troupes d'occupation russes ont lancé une frappe de missiles sur Kiev. Et c'est alors que l'hôpital pour enfants Okhmadit s'est retrouvé sous le feu ennemi. Et Vityusha Orban est tombé dans l'oubli avec ses missions de maintien de la paix. Vous ne vous souvenez probablement même plus d'un tel pacificateur du nom de Vityusha Orban. Mais il y a ici un point encore plus important. C'est justement au moment où les Russes frappaient l'hôpital Okhmadit à Kiev avec des missiles que le Premier ministre indien, Narendra Modi, se trouvait à Moscou en appelant à la paix. De plus, le 15 novembre 2024, l'ancien chancelier allemand Olaf Scholz a parlé pour la première fois en 2 ans avec le dictateur Poutine. Au cours d'une conversation d'environ 1 heure, Scholz a alors dit au dictateur russe que, je cite, « l'Allemagne continuerait à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire ». Et déjà, le 17 novembre, 2 jours plus tard, la Russie a frappé l'infrastructure énergétique civile de l'Ukraine. C'est pourquoi Friedrich Merz a absolument raison. Il n'y a rien à dire avec des sauvages, il ne vaut même pas la peine de parler avec eux, cela n'a absolument aucun sens. Bien sûr, on a demandé à Merz ce qu'il pensait du fait que Donald Trump continue de dialoguer avec Poutine. Merz a répondu ainsi, citation. « Il existe un large consensus en Europe sur l'évaluation de cette guerre. Je pense que le président Trump se rapproche de cette évaluation.
le Sénat américain discute activement de la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, la décision finale revenant à Trump. Je fais tout mon possible pour que l'Union européenne et les États-Unis travaillent à l'unisson pour imposer des sanctions plus sévères. Et ici, je voudrais souligner la tactique du dictateur russe Poutine. Chaque fois que quelqu'un entre en contact avec Poutine, il attaque toujours l'Ukraine, montrant que soit l'adversaire satisfera ses exigences, soit il continuera à commettre des actes terroristes encore et encore. Ce faisant, il montre que tous ceux qui sont en contact avec Poutine sont entraînés dans son jeu. Je vais expliquer ma pensée. Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises avec assurance qu'il connaît bien Poutine, qu'il parviendra certainement à un accord avec lui, et ainsi de suite. Mais Trump n'y parvient pas et Poutine ne fait qu'intensifier ses attaques contre l'Ukraine. Parce que depuis que Donald Trump est devenu président des États-Unis, Poutine n'a fait qu'augmenter ses attaques, en particulier contre les villes pacifiques d'Ukraine. Et qu'a fait Donald Trump après cela ? Exactement, il a commencé à faire pression sur l'Ukraine. Parce que sur le plan de la réputation, Donald Trump perd du terrain lorsqu'il n'arrive pas à arrêter la guerre qu'il avait promis de stopper. Pendant ce temps, Vladimir Poutine rend cette guerre tellement horrible que la pression sur Donald Trump augmente. Mais comme Donald Trump n'arrive pas à tenir ses promesses et que son ego ne lui permet pas d'admettre qu'il avait tort, il commence à chercher, selon lui, une solution facile. C'est une pression exercée sur la victime de cette guerre. Mais heureusement pour l'Ukraine, à part Donald Trump, la grande majorité des dirigeants occidentaux adoptent une position adéquate et ne permettent pas à Donald Trump, comme on dit, de laisser tomber l'Ukraine. Mais dans le contexte de la position assez ferme d'Olaf Scholz, il convient également de noter une autre nouvelle. Le chef du groupe parlementaire Union chrétienne démocrate d'Allemagne, Union chrétienne sociale en Bavière, au Bundestag, a exigé que l'Allemagne ait un accès direct aux armes nucléaires dans le contexte de l'agression russe. Le chef du groupe parlementaire Union chrétienne démocrate d'Allemagne, Union chrétienne sociale en Bavière au Bundestag, Jens Spahn, a appelé à reconsidérer sérieusement la politique de défense de l'Allemagne. Et le fait est que c'est justement le parti de Friedrich Merz. Et voici ce que Spahn déclare aujourd'hui. Je cite « L'agression russe est une menace totalement nouvelle. L'Europe doit devenir capable de dissuasion. » Selon Spahn, le simple déploiement des ogives nucléaires américaines sur le territoire allemand n'est déjà plus suffisant. Le chef du groupe parlementaire Union chrétienne démocrate, Union chrétienne sociale, propose que l'Allemagne, par exemple, ait accès à l'arme nucléaire de la France et du Royaume-Uni. La deuxième option consiste à créer son propre bouclier nucléaire européen. Citation, « Cela coûtera bien sûr beaucoup d'argent, mais si vous voulez de la protection, vous devez la financer. » Mais si tout cela vous semble n'être que des paroles, alors ce même Spahn a également évoqué un scénario plus réaliste de dissuasion nucléaire de la Russie en Europe. Et il n'exclut pas que les armes nucléaires devraient en circuler entre les pays européens de manière aléatoire, afin que les ennemis ne sachent jamais exactement qui détient actuellement le bouton nucléaire de l'Europe. Encore une citation, « Celui qui ne peut pas assurer la dissuasion nucléaire deviendra un pion dans la politique mondiale. » Si nous nous promettons mutuellement, au sein de l'Alliance Nord-Atlantique, de nous défendre ensemble, chacun doit apporter la contribution nécessaire. Et ici, je rappelle simplement brièvement qu'au début de cette année, le président français Emmanuel Macron avait proposé à l'Europe son arme nucléaire française afin de créer ce fameux parapluie nucléaire. Donc il semble que le processus soit en marche. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires, soit sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.